ici, propos de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. C'est le thème que nous allons débattre ensemble avec les cogiteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Cogito, grand débat de jeunes, que j'ai l'honneur de vous présenter, accompagné des cogiteurs sur ces plateaux. À ma gauche, j'ai Sylvain, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Nadia. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et il y a Nonon, en forme? Très en forme, Nadia. Ok, la nouvelle année se passe bien? Oui, déjà. Très bien déjà. On est de plein pied. Merci beaucoup de faire partie de cette grande famille de Cogito. D'accord. Tishik Nsomi, bonsoir. Bonsoir Nadia. En forme? En forme. Voilà. Et à ma droite, j'ai avec moi Michael, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. C'est la toute première fois de t'avoir sur ces plateaux. Pour cette année. Oui, 2018. 2018. D'accord. Il y a Emmanuel. Tu vas bien, Emmanuel? Dieu fait grâce. Ok, ça se voit déjà. Dieu fait grâce. Et enfin, nous avons Dieu merci. Dieu merci, ça va? Oui, ça va bien. Comment tu te sens déjà? Oui, ça va. Prêt pour les débats? Oui, très imprégné dans le bain. Ok, d'accord. Voilà, encore une fois, bonsoir chers cogiteurs. Venons-en à la première question. Évoquant plusieurs nations africaines, le Salvador et Haïti, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, s'est emporté jeudi 11 janvier lors d'une réunion sur l'immigration. Alors, chers cogiteurs, que vous inspirent ces propos du président américain? Otishi Tsomi, votre point de vue. Merci beaucoup Nathalie pour la parole. Nadia. Nadia, pour la parole que vous m'accordez ce soir. Eh ben, nous revenons sur le propos de Donald Trump. Il les a tenus il y a quelques jours. J'ai vu qu'il y a eu une certaine évolution parce que Nikki Haley avait rencontré certains chefs d'État africains et la Maison-Blanche semble vouloir jouer à l'apaisement pour essayer d'apaiser les Africains en général sur ce que les Africains ont considéré, ce que nous avons considéré comme une insulte. Eh bien, je l'affirme, je réaffirme, pince sans rire, peut-être que dans les relations internationales, que les États-Unis ont toujours pensé que nous sommes des pays de merde, mais qu'ils ne l'ont peut-être pas dit tout haut et que Trump le dit tout haut. Mais est-ce pour autant que nous devons croiser les bras parce que nous avons des problèmes difficiles et accepter qu'on nous dise ça en face, que nous sommes des pays de merde? Vous êtes chez vous à la maison, avec votre père, votre mère et tous les enfants, votre voisin vient vous dire que vous êtes une famille de merde et vous dites nous acceptons que nous sommes une famille de merde parce que nous mourrons de faim tous les jours. C'est inacceptable. On retorque au voisin qu'on n'accepte pas cette qualification et lorsqu'on retourne à la maison, on se dit qu'est-ce que nous avons fait pour assez ternir notre image à l'extérieur de notre maison au point que le voisin puisse nous dire ce qu'il a dit. Donc, autant nous reprochons à Donald Trump d'avoir tenu ses propos, autant nous affirmons également que continuer dans ce procès, tenir l'inquisition, ne nous conduira absolument à aucune solution crédible si au moins nous nous prenons en charge et que nous nous regardons en face. Merci Tishik, Dieu merci, votre point de vue. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord nous amener à comprendre la quintessence de cette déclaration. L'essentiel... En une minute. Oui, l'essentiel, c'est de comprendre que cette déclaration doit nous interpeller à travailler à fond pour arriver à ne plus être considérés comme des États de merde, comme l'a déclaré le président Trump. Parce qu'à ce jour, le fantasme des jeunes Africains, c'est rendre en Occident pour chercher la vie. Mais pourquoi nous voulons nous rendre à l'Occident? C'est parce que nous sommes dirigés par des dirigeants qui ne conviennent pas. Je ne veux pas utiliser le terme médiocre comme le prêtre Monsengo, mais en tout cas, nous ne sommes pas dirigés par des dirigeants convenables, qui se soucient de la population, qui veulent à ce que leur État puisse atteindre un niveau élevé dans le chiquier mondial, dans la communauté internationale, pour que nous puissions aussi être considérés comme aujourd'hui, c'est le cas de la Chine, qui a souffert, qui est aussi un État de merde, mais après l'élévation d'un homme, Mao Zedong, aujourd'hui la Chine, elle est ce qu'elle est. Donc si nous sommes considérés des États de merde, c'est parce que nous sommes dirigés par des dirigeants qui ne conviennent pas. Alors c'est à nous de travailler pour nous relever un peu ces niveaux. C'est à nous de travailler pour relever les défis. Alors Emmanuel, votre point. Nadia, merci de m'accorder la parole. Sans tergiverser, je m'en vais condamner avec la plus haute fermeté les propos désobligeants et blessants tenus par le président américain. Certes, ces propos comportent une autre facette de la médaille et j'estime que
elle aurait eu toute sa teneur de pertinence si elle était extériorisée avec des mots simplement plus convenables. D'autant plus que la question de l'immigration est un sujet qui défraie la chronique et constitue une des préoccupations majeures, pas seulement pour le pays des destinations de ces migrants, mais aussi et surtout pour les pays d'origine qui sont généralement pauvres. Voilà. Michael. Merci Nadia pour m'avoir accordé la parole. J'en profite pour remercier M. Pirot pour m'avoir appelé, enfin invité de prendre part à ces grands débats de jeunes. Alors, vous avez demandé ma lecture par rapport au propos de Donald Trump. Alors, je crois qu'il faut relativiser dans ces sujets parce que il y a des choses qu'il ne faut pas simplement critiquer ou il ne faut pas simplement appuyer. Il faudrait vraiment relativiser. Alors, je pense que M. Donald Trump, le président des États-Unis, ne s'est pas rendu compte de certains éléments historiques. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire déjà que les États-Unis d'Amérique est un pays essentiellement migratoire. Les États-Unis a été créé par des Anglais, a été créé par des immigrés. Alors, la toute première arrivée des immigrés, c'était des Anglais. Les Anglais, c'était des pauvres. Ce n'étaient pas des Anglais qui avaient une certaine classe sociale, c'était vraiment des pauvres, donc de merde. Donc, s'il faut dire qu'il s'agit des pays de merde, donc je pourrais directement répondre à Donald Trump, parce qu'il pose la question de pourquoi. Je dirais que le pays qu'il dirige aujourd'hui était essentiellement fondé par de merde. C'était les Anglais auxquels il est issu, semble-t-il. Alors, parce que j'ai parlé du relativisme, il faut voir aussi les choses d'une autre facette. Dans une autre facette, ça voudrait dire quoi? Il ne faudrait pas seulement condamner ou encore dire on nous a insultés, mais il faudrait ici appuyer ce que j'appelle l'essence sacrée d'interpellation. Ces propos doit forcément nous interpeller, comme a dit mon frère Emmanuel, doit forcément, mon frère Tichik, je pense. Donc, ça doit vraiment et énormément nous interpeller, nous poser la question pourquoi nous restons toujours dans ces stades-là. Pourquoi nous n'évoluons pas? Pourquoi nous devions toujours rester dans cette médiocrité, comme l'a dit le cardinal Monsengo Passini? Ces propos doivent nous interpeller. Alors, chers cogiteurs, le président Donald Trump a raison ou tort de dire ce genre de propos vis-à-vis de pays africains? Tichik. Il était dans ses états lorsqu'il le dit. Il était dans ces états parce que je me souviens il y a quelques mois lorsqu'il y avait beaucoup de catastrophes naturelles, il y avait Harvey et machin au niveau du Pacifique, il y avait une île qui est sous tutelle américaine je crois, qui réclamait à chaque fois qu'il fallait que l'administration américaine leur vienne en aide financièrement. Et Donald Trump s'était fâché un moment parce qu'il estimait que c'était des gens qui devaient se prendre en charge. Et que peut-être par rapport à ça, Donald Trump peut estimer que nous sommes agaçants comme peuple et que d'ailleurs à chaque fois il menace. L'UNESCO, bon je me retire. Jérusalem, capitale, vous ne m'appuyez pas, je ne finance plus. Voilà, c'est la casquette du chef de l'État quand même des États-Unis d'Amérique. Mais il n'a pas raison de dire ça. Parce que nous avons des problèmes difficiles. Des problèmes difficiles de développement, des problèmes difficiles d'économie, des problèmes difficiles même sur le plan sécuritaire. Mais cela ne fait pas de nous des pays de merde. C'est vrai que nous devons être interpellés par cela, parce que nous vivons dans des conditions totalement invivables. Nous sommes dans des pays où il y a beaucoup de... Je ne pense pas qu'aux États-Unis, il y a des gens qui travaillent pour le compte de l'État et qui ont 8 mois d'arriérés de salaire. Ça n'existe pas chez lui. Je ne crois pas que l'état des routes aux États-Unis sont les mêmes qu'ici chez nous. Je ne crois pas qu'il y a des coupures d'électricité intempestives aux États-Unis comme c'est le cas chez nous. Je ne crois pas non plus qu'on réprime avec une certaine violence les manifestants pacifiques. Mais je pense aussi que quelque part aux États-Unis, il y a beaucoup de défauts. Lorsque par exemple il y a un mouvement de suprémacistes blancs qui attaquent des Noirs, qui revendiquent de droits, qui sont très souvent victimes de l'injustice policière et de la violence policière et qui réclament de droits et qui sont attaqués par des suprémacistes blancs, au point même que un de ces suprémacistes va écraser un noir ou plusieurs noirs par sa voiture. Et que par la suite, on voit le président Donald Trump qui veut départager les responsabilités et dire que les noirs sont autant responsables de ce qui leur est arrivé ce jour-là que les suprémacistes blancs. Ça arrive aux États-Unis. Est-ce pour autant que c'est un pays de merde? Je pense que j'aurais beaucoup de retenue pour le dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des problèmes difficiles que nous devons résoudre
Mais ce n'est pas pour autant que nous devons accepter cette qualification. Nous avons une histoire, madame. Nous avons une dignité. Nous avons une dignité. Et que d'ailleurs, nous savons que les Noirs ont beaucoup travaillé aux États-Unis et qu'ils ont largement contribué au développement de ce pays. Et que nous savons que d'ailleurs, même lorsque nous parlons des migrants, et que les États-Unis, comme certains pays occidentaux, ne nous voilons pas la face, sont largement responsables de ce qui nous arrive. Si peut-être la situation en Libye avait été gérée autrement que de cette manière-là, il n'y aurait pas eu autant de migrants qui partent si facilement. Lorsque le colonel Kadhafi était au pouvoir, on peut lui reprocher tous les maux du monde, qu'il était dictateur, 42 ans au pouvoir, machin, mais lorsque le colonel Kadhafi était au pouvoir, les passeurs n'exerçaient pas cette activité exécrable avec autant de liberté. Voilà, Sylvain. Merci Nadia. En fait, j'ai au moins retenu beaucoup de choses. Condamnation avec puissance de mon frère Emmanuel qui est en face de moi. Et l'autre qui a parlé des éléments historiques, Michael Tichik aussi vient de dire que nous avons des problèmes, bien sûr. Mais j'aimerais au moins nous rappeler ces concepts. En fait, Donald Trump vient tout simplement dire ce que les Américains disent depuis très longtemps dans leur politique étrangère. Quand on considère les autres des États voyous, qui sont ceux-là qui considèrent les autres États voyous? Ce sont les Américains. Allons dans les faits, madame. Je suis en train de... J'ai lu un ouvrage hier, quand je préparais l'émission. L'ouvrage s'intitule « Les États-Unis à contre-courant, critique américaine à l'égard d'une politique étrangère unilatérale ». Je tombe sur une dame qui écrit dans cet ouvrage. Il dit « Les États-Unis en sont un bon exemple. Les États-Unis en sont un bon exemple. » Cela veut dire, cette dame démontre clairement, américaine, que les États-Unis sont les premiers États voyous du monde. Elle démontre. Elle dit, regardez les accords sous Bush, alors que les États-Unis, c'est la première puissance pollueur du monde. Sous Bush, Bush n'a pas signé quoi? L'accord sur le réchauffement climatique. Kyoto. La dame Trump qui arrive aujourd'hui, même chose, il menace. Beaucoup d'accords là, il menace, il ne veut pas. Et il menace même, il s'impose, hein. C'est quelqu'un qui s'impose. Beaucoup de cas, regardez, qui sont en train de torturer aujourd'hui dans le monde. Ce sont les Américains. Combien de bases militaires américaines dans le monde aujourd'hui? Donc cette dame a démontré. J'ai donné la dame s'appelle Phyllis Benus. J'ai donné le nom de l'ouvrage. Les gens peuvent s'en procurer et lire. Eux-mêmes sont les États-Unis, c'est la première puissance mondiale voyou dans le monde qu'on n'a jamais vécu. Alors comment est-ce qu'un président américain comme Donald Trump, c'est vrai que ces propos doivent nous réveiller. Nous devrons travailler afin qu'on ne puisse pas être considéré ainsi. C'est vrai ce qu'il a dit. Mais en tant que président des États-Unis, il y a un langage. En tant que, je pense qu'il a des conseils diplomatiques. Il ne peut pas tenir de genre de propos envers un État souverain, envers des États souverains, comme les États qu'il a considérés de merde. Donc ces propos ont une place. En même temps, on ne doit pas aussi, il ne devrait pas aussi tenir de tels propos à l'égard des États africains et les autres États où les immigrés sont en train de Michael, tu as un mot à dire? Justement, ça ne peut pas manquer. Parce qu'il faut savoir, il est certaines zones d'ombre. Alors, je voudrais déjà rappeler à Sylvain que lorsque les États-Unis parlent des États voyous, il ne s'agit pas des États de merde. Ça n'a pas la même teneur, ça n'a pas la même valeur que les États de merde. Donc, quand on parle des États voyous, ils font allusion des États qui ne respectent pas certains accords. Ils font allusion à la Corée du Nord, ils font allusion à l'Irak à l'époque, ils font allusion, etc. Donc ce sont des pays qui sont considérés comme des ennemis. Continue à citer la Libye, comme le Soudan. Comme des ennemis. Alors, des accords vitaux et cruciaux qui garantissent la paix mondiale. Vous voyez, c'est en ce sens-là que les États-Unis a parlé dans un certain moment des États voyous. Mais ils sont pas alors par rapport à cette file d'idées, cher. Je crois que j'avais quand même la parole. J'ai un temps de parole que je dois quand même suffisamment exploiter. Il ne faudrait pas me l'arracher brutalement, mon cher. Vas-y, Michael. Alors, j'étais en train de dire que les États voyous, le concept État voyou n'a pas la même connotation que les États de merde. Ici, quand on parle des États de merde, on voit plus des États pauvres. Les États qui n'ont pas une certaine capacité ou une certaine suffisance
nourrir son peuple ou de mieux le gérer. C'est ça. C'est pourquoi on parle des États de merde. Ces États-là dérangent les États-Unis, dérangent la quiétude interne des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que le cas des attentats ont presque, se sont presque multipliés. Alors ça, en tant que président responsable, il doit à ce moment prendre ses précautions. C'est vrai, peut-être nous le reprochons du fait qu'il n'a pas pu utiliser le langage diplomatique pour pouvoir exprimer ce que les États-Unis réclament réellement. C'est vrai, ça on peut le reprocher. Mais il ne faudrait pas dire que tous les États, l'État de merde dont fait allusion Trump, il s'agit des États voyous. Non, il ne s'agit pas des États voyous. Voilà. Par rapport à ces fils d'idées, alors, chers auditeurs, Trump n'a-t-il pas dit ce que certains disent de leur pays, de la RDC par exemple? C'est chic. Comment? Je n'ai pas très bien saisi. J'ai dit ceci. Oui. Trump, par rapport au fil d'idées de notre ami Michael, Trump n'a-t-il pas dit ce que certains disent de leur pays, de la RDC par exemple? Ah oui, hein, c'est vrai que souvent on en rencontre pas mal de gens, des Congolais, qui insultent leur propre pays. Comme on le dit souvent, il y a une phrase qui revient souvent à la cité. On le dit en lingala, tout est comme ça, to kabulaka kambong namtaki nandengene. C'est peut-être l'expression du désespoir et en même temps du désarroi. C'est le langage de ceux qui sont exaspérés, qui sont fatigués de vivre dans une certaine condition de vie, une condition de vie pourtant invivable. C'est pour ça que moi je dis que cette affirmation de Trump doit nous mettre face à notre propre responsabilité. Lorsque nous regardons autour de nous, nous y voyons effectivement de la merde. Lorsque vous passez dans certains coins de la ville de Kinshasa, par exemple, vous sentez l'odeur schlingante de nos poubelles. Nous ne les entretenons pas, nos poubelles, nos caniveaux. C'est-à-dire que nous nous mettons nous-mêmes dans une condition qui ne nous permet pas de faire valoir cette dignité face aux autres. C'est bien que nous avons le courage de le faire. Ici à Cogito, des chefs d'État africains également l'ont fait. Mais nous nous mettons nous-mêmes, à cause justement d'un déficit de bonne gouvernance, dans des conditions invivables. Nous devons en réalité nous regarder en face. Tous ces gens, ils ne feront jamais rien de bon pour nous, de façon concrète. Aucun chef d'État américain travaillera pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Aucun chef d'État français, ni le roi de Belgique, ni ses premiers ministres, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, je ne sais quelle organisation encore, ne travaillera pour l'intérêt du peuple congolais que nous sommes. Il leur revient à nous-mêmes de travailler pour notre propre intérêt, pour notre propre développement. Donc, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, faire le procès de Donald Trump, c'est bien, mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes en retour? On peut tout faire, cette inquisition, mais il faut qu'à un certain moment, on se regarde, qu'on se dise les vérités en face et qu'on se mette au travail. Voilà l'essentiel. Nous devons nous mettre au travail. Les dires de Donald Trump posent les problèmes de l'immigration que subissent spécialement les pays occidentaux et en Europe et l'Amérique du Nord. Comment justifiez-vous ces phénomènes de l'immigration? Emmanuel. Les causes de l'immigration sont légion, mais les principales demeurent la précarité économique et sociale dans laquelle est plongée la majeure partie de la population mondiale. Je fais allusion principalement aux pays du Sud et les inégalités sociales qui s'en suivent. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu connaissance d'un rapport d'une organisation internationale faisant état de la concentration de plus de 80% de la richesse mondiale entre les mains, tenez-vous bien, d'1% de la population mondiale. Si l'inégalité est certes naturelle, mais une égalité si criante et presque inhumaine, il est tout à fait normal que cette myriade de pauvres à la quête de meilleures conditions de vie puissent être incités à aller où ils peuvent mieux vivre. Non, comment justifiez-vous ces phénomènes de l'immigration? Ce phénomène de l'immigration, comme le dit mon frère d'ailleurs Emmanuel, il faut aller dans les vraies causes. Pourquoi ces jeunes gens quittent leur pays pour aller ailleurs? À l'intérieur, il n'y a presque rien. La marmite, elle est creuse, il n'y a plus rien. À l'intérieur, il n'y a rien. Aujourd'hui, les jeunes gens, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller, sur quel sein s'avouer. C'est terrible, Nada, je vous dis. Si vous prenez l'exemple des jeunes Congolais, parce qu'il s'agit bien de mon pays,
Je ne vais pas dire comme Sartre que l'enfer c'est les autres, on va s'en prendre à Donald Trump qui a fait allusion ici au pays de merde. Cela n'exonère pas la RDC. Nous devons travailler. Seul le travail assure l'indépendance. Donc nous devons nous mettre au travail pour éviter à ce que demain nous soyons encore ridiculisés, méprisés et traités de pays de merde aujourd'hui. Si nous ne travaillons pas, nous serons toujours à la merci de tout ça. Eh bien pour éviter tout ça, il faut travailler. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez aujourd'hui où nous sommes, à Davos, c'est un forum économique mondial où les Africains devraient normalement être là-bas pour faire des expositions, pour s'attirer des investissements. Ils se soldent aux abonnés absents. Et vous voulez qu'un tel peuple, un tel continent veuille le développement? Non. Quand ils réfléchissent là-bas, dans les couloirs diplomatiques, est-ce qu'ils mettent en place des idées, des stratégies pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes? Je ne crois pas. Les jeunes sont en marge de leurs idées, ils sont en marge de leurs réflexions. C'est pourquoi ces jeunes gens, ils vont où ils veulent. Essayez de leur donner des conditions en interne. Ils n'auront plus l'appétit de pouvoir aller chercher mieux ailleurs, comme on nous présente toujours l'Eldorado, qui en réalité ne l'est pas peut-être. Voilà. Sylvain. Nadia, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais revenir sur quelque chose que disait tantôt Michael, rapidement. Michael, En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Il fallait continuer avec la liste des États voyous. La Libye, parce que tu as dit ici que les États de merde, ce sont des États qui n'arrivent pas à s'assumer, qui n'arrivent pas à donner le minimum, garantir le minimum de vie à leur population. En Libye, qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Parce que Tichik a fait allusion à la Libye tout à l'heure. Mais dis-moi, quand le colonel Kadhafi était en place, est-ce que là-bas il y avait problème de famille? Je ne pense pas, je passe. Alors, je reviens. Est-ce pour autant que le concept d'État voyou a la même valeur que celui de l'État de merde? C'est pas la même valeur. Non, je reviens à vous, Sylvain, parce que apparemment vous voulez toujours établir le lien entre le fait que l'État voyou, le concept d'État voyou est antérieur. Je considère d'ailleurs le concept État voyou plus fort que État au fait, Sylvain, permettez-moi de vous dire une chose. Oui. S'il fallait rechercher quel est cet État au monde qui est un État voyou et quel est cet État qui ne l'est pas, c'est comme discuter sur le sexe des anges. Nous n'aurons peut-être jamais la réponse, sauf si les théologiens viennent nous éclairer là-dessus. Voilà. Parce qu'à un certain moment, au XXe siècle, par exemple, les États-Unis vont faire la guerre en Indonésie. Ce fut une agression, ce fut une invasion condamnée en droit international. Le recours à la violence est condamné en droit international, en principe. Il y a beaucoup de principes que les États-Unis violent, beaucoup de normes impératives que les États-Unis violent. Et je pense qu'au regard de ces violations, les États-Unis peuvent être considérés comme des États voyous. C'est ça. Donc, Sylvain, aidez Sylvain à poursuivre ses idées, s'il vous plaît. D'accord. Je voulais juste fixer au moins d'ailleurs, Tichik a apporté quelque chose de plus dans le débat. Alors, je reviens à la question. Comment justifiez-vous ces phénomènes de l'immigration? En fait, ce problème le phénomène d'immigration, en fait, comme était en train de le dire mon frère tout à l'heure, en fait, le problème, c'est que la majorité de ceux-là qui immigrent vers l'Europe et les États-Unis d'Amérique ont perdu espoir de vivre dans leur état d'origine. Prenons seulement l'exemple de notre pays. Combien de diplômés chaque année, de licenciés dans toutes les facultés que regorgent nos universités aujourd'hui? Et qu'est-ce que ces jeunes deviendront après un moment, après une année ou 2 ans? Qu'est-ce qu'ils deviendront dans la société? Et ils trouvent qu'en Europe, peut-être, je peux aller là-bas, commencer peut-être à travailler dans des champs, on me paye, je peux m'en sortir. Voilà ce que je fais. Le problème, c'est que si on essayait de garantir quand même le minimum de la vie à la majorité de ces jeunes gens qui immigrent vers l'Europe, dans les pays d'origine, moi je pense que cette situation aurait au moins une certaine connotation, une autre compréhension. Alors, chers cogiteurs, n'y a-t-il pas moyen de construire son bonheur chez soi, Michael? Parfait. Est-ce qu'il y a... C'est vraiment logique qu'il y a moyen. Mais avant cela, je voudrais d'abord très rapidement. Non, réponds. Je ne permets pas. Je suis dans la même ligne. Alors, je dirais que les voyoutismes
les États voyous. Le voyoutisme dont fait allusion mon frère Sylvain ne se résume pas, madame, par la précarité de nourrir sa population, par la précarité de développer les infrastructures qui va rendre la vie de votre population un peu plus apaisée. Ça, c'est pas le voyoutisme. Ça, c'est de la médiocrité. Bon, ça, voilà. c'est de la merde. Voilà pourquoi je disais qu'il y a eu une différenciation entre les États voyous et les États de merde. Voilà, alors, répondez pour maintenant. répondre à cette question, Sylvain, s'il vous plaît. Parce que état de merde, nous sommes en train de débattre alors que l'autre concept était aussi utilisé toujours par les mêmes Américains. j'ai dit les États-Unis a utilisé le concept des États voyous. C'était justement pour exemplifier ces États-là qui ne voulaient pas respecter. Voilà, Michael, vas-y, réponds à Alors, la question. par rapport à la question de construire, la question de construire son bonheur chez soi, je crois qu'il y a toujours possibilité, mais il faudrait également dire que nous sommes parfois surplombés par des gens qui manquent de tête et qui manquent de cœur. Les gens qui ont des pierres à la place des cœurs. Comment ça? Ça veut dire que des gens qui sont là en train de démonter de toutes pièces, alors de façonner la souffrance des Congolais. Ces gens-là ont des comptes ailleurs, alors des comptes colossaux en banque, mais les Congolais souffrent, continuent à souffrir avec des conditions de vie vraiment précaires. Alors, il y a toujours moyen, mais ce qui manque dans ces pays, c'est seulement la volonté. Ce qui manque dans ces pays, c'est seulement la volonté. C'est seulement la volonté. Dieu merci, votre point de vue. J'aimerais d'abord revenir sur la justification de l'immigration en tout cas. Permettez-moi de revenir sur ces dossiers parce que je vois que mes cogitants n'ont pas vraiment relevé les causes réelles. Vous savez, quand vous vivez dans une insécurité criante en Afrique, vous avez toutes les raisons du monde de quitter, d'aller chercher ailleurs. Là, vous apportez une pierre de plus. Là, voilà, je suis en train d'apporter une pierre de plus dans ce que vous avez déclaré. Quand vous êtes dans une insécurité sociale prégnante, ici en RDC et partout en Afrique, vous avez toutes les raisons d'aller chercher ailleurs. Quand vous êtes dirigé par des dirigeants qui, en réalité, n'ont pas de réel projet de société, mais qui défendent leur famille, leur ventre, pour qu'après le pouvoir, ils puissent avoir quelque chose à survivre. Non, c'est tout à fait normal d'aller chercher ailleurs. Ce sont les causes principales de l'immigration. Mais pour construire les bonheurs, je dirais, pour construire les bonheurs, il faut d'abord arriver à se mettre d'accord, à penser, avoir une même pensée, c'est-à-dire la pensée de l'excellence. Mais si nous restons à continuer à débattre, à continuer à s'enrichir en Europe, à continuer à investir ailleurs, pendant qu'à l'interne, ici, on ne fait rien, on ne construira jamais les bonheurs. Pour construire les bonheurs, il faut poser des bonnes bases, c'est-à-dire respecter la démocratie, c'est là le point de départ, parce que dans un pays non démocrate, les droits fondamentaux ne sont pas respectés et on n'arrivera jamais à construire les bonheurs. Voilà. Pour y arriver aussi, il faut produire. Madame Nadia, le secteur de production en RDC n'est pas mis en évidence dans la politique des dirigeants ici. Il faut valoriser le secteur de production. Là, je fais allusion à l'agriculture évidemment et aux autres secteurs. Donc, pour arriver à construire le bonheur dans notre nation, il faut investir dans le domaine de production, produire, travailler sur la démocratie. Voilà, produire, travailler sur la démocratie, Emmanuel. Concernant... Bon, par rapport à votre question, moi je pense qu'il est possible de mieux vivre ici au Congo qu'aux États-Unis. Mais seulement qu'il faut ramener tout ce que les gens partent chercher aux États-Unis ici. Comme quoi? Et pour ce faire, le travail par exemple, l'emploi. Et pour ce faire, la responsabilité première revient à l'État qui est censé mettre en place le cadre propice au développement de ses citoyens. Voilà, Tichik. J'ai l'impression que presque tout a déjà été dit. La responsabilité principale revient à l'État de créer le cadre incitatif afin que ceux qui désirent partir restent, afin qu'ils contribuent au développement du pays. Nous devons responsabiliser de toutes parts, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exilés économiques, mais la cause de la migration n'est pas que la famine ou la faim ou la pauvreté. Il y a la guerre aussi, parce qu'on voit des migrants qui quittent la Syrie et qui vont là-bas. Ceux qui... Enfin, j'ai pas vu trop des Libyens quitter la Libye pour partir en Occident. C'est plus de gens qui viennent de la Somalie. Alors, nous devons quand même responsabiliser pour dire que
Jean Goubal l'a dit, à l'utopie de l'espace, vivre mieux c'est ailleurs. Il y a des gens qui se sont configurés dans le sens d'un bonheur extérieur, c'est-à-dire qu'ils doivent forcément partir. Dès qu'il a atteint un certain âge, il pense que misère ou pas misère, moi je dois être là-bas. Je dois forcément partir. Ces gens-là peut-être doivent repenser certaines notions, se dire, oui c'est vrai, chacun est libre d'aller vivre où il veut vivre. Le monde est devenu un village planétaire, je vois c'est aussi dans beaucoup de matérialité, mais il faut quand même songer, rester chez soi, essayer de travailler. Je vous vois, vous êtes ici, Emmanuel, Michael, Nadia, vous êtes ici, vous êtes de jeunes. C'est vrai qu'il y a plus misérables, plus malheureux que nous, mais nous sommes restés ici parce que nous croyons à un avenir radieux. C'est pourquoi nous devons travailler. L'État doit prendre ses responsabilités, mais les jeunes également doivent faire preuve de beaucoup de travail et d'abnégation aussi. L'État doit prendre ses responsabilités. Alors, Michael, voilà. Y a-t-il pas moyen de construire son bonheur? Oui, d'abord, j'ai un élément contradictoire par rapport aux propos de Tichik et de Dieu merci, je crois. Alors, Dieu merci a peint un critérium de la méthodologie qui peut amener, n'est-ce pas, au bonheur, à la création du bonheur. Il dit d'abord il faudrait respecter la démocratie avant de parler de la protection. J'ai dit non. La Libye doit faire allusion de presque la majorité de cogiteurs ici. La Libye n'avait pas toujours été démocratique, comme certains le disaient. Mais les Libyens vivaient vraiment dans une certaine aisance. Donc, ils mangeaient à leur faim d'ailleurs à l'époque de Kadhafi. C'est très fort de dire que pour arriver à créer les bonheurs, il faut essentiellement, et alors absolument, respecter la démocratie. Ça, je ne pense pas. La démocratie, c'est défini de n'importe quelle manière à notre ère ici. Alors, Tichik a dit tantôt que nous devions rester au pays, même si rien ne va, parce que nous autres, nous restons ici malgré que les choses ne marchent pas. Non, mon cher, je dois vous dire que l'immigration d'abord, s'il faut qu'on le dise, l'immigration d'abord un droit. Vous ne pouvez pas priver à un citoyen ou à un compatriote d'immigrer lorsqu'ils sont que les conditions dans lesquelles il vit n'est pas confortable. Non, non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que nous qui sommes ici, nous sommes restés malgré que les choses ne vont pas. Donc nous devions... Mais vous n'êtes pas partis, vous êtes restés. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Nous devions... l'immigration est un droit. Alors puisque cela en est ainsi, chaque Congolais, chaque citoyen, chaque individu a l'État ces droits-là de se déplacer lorsqu'ils sont que les conditions dans lesquelles il vit n'est pas confortable. Donc rester ou ne pas rester dépend que de la façon dont la personne comprend la chose ou dans le conditions dans lesquelles la personne vit. Voilà le petit mot que je voudrais rapidement ajouter. Voilà. Alors, chers cogiteurs, nous savons tous que les voix sont très partagées quant à ce qui concerne l'immigration et surtout celle de jeunes. Certaines personnes pensent qu'il n'est pas question de soutenir l'immigration de jeunes, alors que d'autres disent que cela présente des avantages, des bénéfices pour les pays. Alors, l'immigration présente-t-elle un danger pour les pays africains? Si il y a un danger, dans quel sens ou dans quel genre? Ou de quel genre? Oui, non. Oui, l'immigration, pour moi, ça présente un danger pour le pays africain. Parce que quand les Africains immigrent, nous perdons les intelligences qui parfois ne reviennent plus. Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, on vous dira qu'il y a une dame qui a pensé à une technologie qui peut-être profite. Il n'y a même pas de peut-être qui profite aux Américains, que nous les Congolais, ça ne nous profite pas. Ici à l'intérieur, nous ne savons pas comment pouvoir soutenir cela pour que cela nous profite. Donc nous perdons plus en termes d'intelligence quand ils y vont, ils travaillent pour ces pays-là, leur pays d'accueil, alors qu'en réalité les pays africains perdent. Donc sur ce point, je trouve que nous perdons. Voilà, nous perdons. Sylvain, oui, nous perdons. Mais Michael a dit que Tichik s'est contredit. Tichik, qu'il avait une idée contradictoire par rapport aux propos de Tichik. Je ne trouve pas là où il a contredit Tichik. En fait, il est juste revenu sur les propos de Tichik de tout à l'heure. Je pense que quand on débat, on doit être aussi attentif aux propos des autres. Donc, c'est une perte énorme pour les pays africains. J'aurais très mal, moi, un jour, à prendre que Tichik a jugé bon, aller vivre. Par exemple,
aux États-Unis d'Amérique. Parce que j'aurais toujours besoin de chaque fois que je suis dans l'émission en train de débattre. Parce que quand nous débattons comme ça, Là, vous êtes en train de le bloquer indirectement. Non, non, nous apportons toujours quelque chose de plus, une pierre dans la tête en fait, des jeunes qui pensent que pour réussir la vie, il faut toujours aller immigrer vers l'Europe. Donc c'est une perte énorme. Parce qu'imagine-toi, il y a ces gens aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui, capables de travailler dans ces pays, donner le meilleur de eux-mêmes, pourvu que ces pays puissent se développer. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est juste la volonté politique. Mettre les jeunes dans de bonnes conditions qui peuvent les permettre à évoluer. C'est ça ce qui manque. Voilà, ce qui nous manque, c'est la volonté politique, mettre les jeunes dans le bain du travail. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à la fois. Il y a ce problème de politique, mais il faut revoir dans tous les secteurs. Il faut revoir dans le secteur éducatif, par exemple, parce qu'on a parlé de beaucoup des diplômés qui sont chômeurs, alors qu'on pouvait les orienter autrement. C'est aussi un débat, un autre débat. Mais concrètement, s'il faut répondre à votre question, si le fait de partir représente un danger pour l'Afrique, je dirais oui, mais pas à tous égards. Oui, parce que, Nanan l'a dit, il y a des intelligences qui partent et qui souvent ne reviennent pas. Il y a la main-d'œuvre importante qui nous échappe. Il y a l'innovation. Parce que ceux qui disent qu'ils viennent investir en Afrique, ils disent nous allons en Afrique parce que l'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de jeunes. Il y a une jeunesse qui va durer longtemps, il y a une jeunesse intelligente et innovante. Mais ceux qui partent ne se rendent pas compte que leur capacité d'innovation, leur intelligence, est louée par ceux qui viennent. Et que si peut-être certains pouvaient rester, et que c'est peut-être sur ce point-là que Michael était en contradiction avec moi, on peut faire beaucoup de choses et changer beaucoup de choses. Alors concrètement, ceux qui partent dans ces conditions-là ne peuvent pas revenir. Parce qu'ils partent pour, en réalité, bosser durement et ne jamais avoir le moyen de revenir investir ici. Moi, je pense que nous devrions plutôt adresser notre message à ceux qui sont partis régulièrement, ceux qui sont partis pour étudier, ceux qui sont partis, peut-être pas pour étudier, mais pour faire des affaires, qui restent là-bas, qui n'investissent pas au pays, qui devraient se dire que peut-être nous devrions rentrer. Et qu'en même temps, je fais cet appel au gouvernement de promouvoir un cadre incitatif pour permettre à ceux qui veulent revenir de revenir vraiment. Parce que ces débats d'investissement, ils ne reviennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses. Ils ont peur de l'insécurité. Le climat des affaires n'est pas toujours très bon, si bien que beaucoup de gens y travaillent pour améliorer le climat des affaires. Donc c'est à prendre à tous les niveaux. Donc l'immigration peut être bonne si la diaspora pense et s'élance justement dans une perspective de retour ambitieuse et d'investissement. Mais si c'est pour croiser les bras à l'étranger, travailler pour l'Occident et ne jamais songer travailler pour le pays, alors que c'est une intelligence de moins pour le pays, de plus pour l'Occident, ça ne peut que nous défavoriser. Emmanuel. Moi, je pense plutôt que l'exode des cerveaux dont on parle présentement constitue certes un déficit pour le pays, mais est-ce que ces gens-là seraient devenus ce qu'ils sont aujourd'hui s'ils étaient restés parmi nous? Je ne pense pas. Donc, l'immigration constitue aussi un avantage puisque elle permet au pays d'acquérir de l'expérience, elle permet au pays d'acquérir du financement. Aujourd'hui, si vous faites le tour de Kinshasa, la plupart des flats, s'ils n'appartiennent pas aux politiques, soyez-en sûrs, ils appartiennent au sein de la diaspora. Donc, l'immigration nous permet de collecter suffisamment de fonds pour booster notre développement. Mais quel est le degré de conscience justement de ceux qui sont à la diaspora? Parce qu'ils reviennent. Concrètement, est-ce qu'ils ne reviennent pas? Lorsqu'ils reviennent, c'est qu'ils ont érigé un flat hôtel quelque part. Ils ne sont pas revenus majoritairement pour créer une entreprise. Ensuite, le même débat que nous apportons en amont, nous devons l'avoir en aval. C'est-à-dire que le cadre actuel est-il suffisamment incitatif pour permettre à ces gens-là de revenir investir? Voilà pourquoi je dis que le problème doit être examiné à tous les niveaux. Oui, c'est l'exemple même que nous pouvons... Je peux donner l'exemple de Mutombo Dikembe, qui avait un projet de construire... un projet comme ça de construire quoi comment je peux dire il est venu avec un projet où il fallait... Il a déjà construit un hôpital vers Massina. Pas l'hôpital, il avait un projet en ce qui concerne quoi, le basket. Alors, il paraîtrait que ce projet a été bloqué parce qu'il y a soi-disant des ministres qui ont voulu en fait avoir
beaucoup d'argent derrière ces projets. Et le Messie a compris que non, avec ce genre de personnes, même si je venais pour investir, ça ne va pas profiter aux Congolais. Et le Messie s'est envolé avec son argent. En fait, le cadre doit aussi faciliter en fait, aux autres, à la diaspora, de venir investir effectivement au Congo. Michael, en une minute avant de passer. Lorsqu'il y a un soi-disant dans un propos, il faut être très prudent et beaucoup plus prudent avant de l'énoncer à ce niveau ici, mon frère. Alors, surtout que nous ne savons pas des sources. Alors, je dirais, je suis d'accord, je suis d'accord avec mon frère qui est là, Emmanuel, de dire que l'immigration... Ah, écoutez, la bonne question que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce l'immigration objective a-t-elle de l'impact? C'est ça la bonne question. Alors moi je dis, oui, si nous faisons l'immigration au modèle de la Chine, alors je dirais que cela peut avoir des impacts vraiment beaucoup plus positifs. Alors si nous faisons l'immigration, parce que je vous ai dit tantôt que l'immigration était un droit, si nous disons que l'immigration dans l'individualité pouvait avoir des impacts, je dirais qu'il ne peut qu'avoir des impacts négatifs. Parce que si vous posez la question à plus d'un Congolais, il vous dirait que la nation à laquelle on a insulté. Voilà. Je vais le dire même à Lingala. À propos, c'est justement parce que nous vivons dans des conditions précaires. Et ça fâche. Une fois qu'on part, on n'a même pas l'intention de retourner. Voilà le pourquoi. À propos de l'Afrique, chers cogiteurs, Trump n'est pas le premier à tenir des propos désobligeants. Nicolas Sarkozy disait déjà que le problème des Africains est que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Et dernièrement, Emmanuel Macron disait que le problème de l'Afrique est civilisationnel. Ne pensez-vous pas qu'au-delà de ces propos, c'est la responsabilité de l'Africain qui est engagée, Tichik? Tout à fait. Je pense que c'est ce que nous avons dit durant toute cette émission. Oui. C'est-à-dire que ce soit Trump, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Emmanuel Macron, quoique leurs propos ont été désobligeants, je fustige le fait que nous passons le temps à toujours faire le procès de ces gens-là. Nous devons en réalité nous regarder en face et travailler dur pour que nous ne soyons plus victimes de ce genre d'invectives. Nous ne sommes pas encore assez entrés dans l'histoire? Peut-être oui, parce que depuis que nous sommes sortis de l'esclavage, nous ne faisons que revendiquer une reconnaissance historique. Je pense que quelques années après que le Juif a souffert de la Shoah, il a relevé sa tête. Nous sommes le peuple, le seul peut-être au monde, qui, après avoir connu l'esclavage, nous continuons de revendiquer des reconnaissances historiques qui ne nous apportera absolument rien. Travaillons plutôt. Prenons notre avenir en main. Voilà. Prenons notre avenir en main comme les Juifs l'ont fait. Ils ont connu la Shoah et tout ça, mais ils sont debout. Prenons notre avenir en main. Voilà, Sylvain, votre dernier mot avant de nous présenter. Oui, je réponds à la question par un exemple. Lorsque le président Macron était au pays des hommes intègres, il y a eu coupure, alors qu'il était dans une salle, là où il échangeait avec les étudiants, il y a eu coupure en fait de la climatisation. Et un étudiant lui a posé la question et il dit, est-ce que c'est à moi de venir réparer en fait la climatisation dans cette salle? Cette question posée là à votre président. Donc cela veut dire la responsabilité est aux dirigeants africains de travailler au lieu de pleurnicher, au lieu d'organiser des émissions ici à Kinshasa pour commencer à fustiger, à traiter de trompes de tous les mots. Voilà. Je pense qu'on doit se mettre au travail, travailler. Nous devons nous mettre au travail. Non, votre dernier mot. C'est vrai, on en fait un peu de trop quand on reçoit de partout des Trump, des Sarkozy, des Macron. Eh ben, quelquefois, ça devient intolérable. Surtout, je peux tolérer pour Donald Trump parce que lui va droit au but, mais pas pour Sarkozy. De quelle histoire il parle? Quand quelqu'un se décide l'un des 4 matins comme ça d'attaquer Kadhafi pour lui régler des comptes personnels, lui, il est entré dans l'histoire? Non, il ne faut pas citer certains noms ici pour des raisons de consommation. Ça, je ne crois... Non, pour Sarkozy, mon frère Tichik, ça, je ne tolère pas. Parce que nous, donc, il faut vous apporter à vous lorsque la France dit « Nous reconnaissons que nous vous avions maintenu dans l'esclavage pendant autant d'années. »
qu'est-ce que nous apporte? Parce qu'on sait bien que nous étions dans l'esclavage. On sait l'île de Gorée, on sait Zanzibar, on sait l'Haïti, on sait que Toussaint Louverture a connu toute la misère du monde. On sait que nous avons été traités comme du bétail. Si la France le reconnaît, les États-Unis, la Belgique, qu'est-ce que ça nous apporte? Nous devrions nous relever. Le juif a connu le même sort que nous. Merci beaucoup, Tichik. Si eux nous ont traités de bétail, c'est qu'ils étaient des bouviers. Ça, je comprends. C'est qu'ils doivent accepter d'être des bouviers parce que nous avons été des bouviers. Nous, à notre tour, pour nous relever. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que quand nous acceptons à chaque fois des injures, que ça vienne, ça figure de partout, ça, on ne peut pas tolérer. J'ai encore, parce que nous nous plaignons, c'est pas un problème. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors, pourquoi fustiger comme les propos de Sarkozy? J'ai dit, je peux tolérer pour Donald Trump, mais je n'accepterai pas pour Sarkozy. Bon, d'accord, accordons à Michael, voilà. Accordons à Michael son dernier mot. Je suis d'accord avec mon frère, mon homme, parce qu'il a... 30 secondes. Il a enfin dit des choses vraiment au clair. Il a tiré des choses au clair. Parce que là, si je pose la question de savoir qu'est-ce que ça nous ferait, voyez ce qu'il dit. C'est qu'est-ce que ça nous ferait de reconnaître officiellement. Oui, et qu'est-ce que nous gagnons de manière solennelle. Sois tolérant, s'il vous plaît. On ne dit pas que si ces gens-là qu'ils ont traités, et ce que vous appelez bêtes et tout, et des bouviers, etc. Et des bouviers. Si ces gens-là peuvent reconnaître, si ces gens-là nous reconnaissent leurs méfaits qu'ils ont pu imputer sur nous, ils n'ont jamais nié ça. Non, la Belgique ne l'a jamais fait. Vas-y. Alors, si ces gens, on ne dit pas que si ces gens-là le font, c'est là, nous empêchera de travailler. Non, personne n'a dit ça. Mais on dit qu'ils doivent quand même reconnaître. Ils doivent quand même, tu vas voir, une réparation morale. Ces gens-là ont une réparation. Non, la Belgique ne l'a jamais fait, mon frère. Aujourd'hui, il y a des gens de l'Omouma qui circulent dans la Belgique. C'est comme si c'était un S'il vous plaît, non. La RDC a connu, le prophète Daloé l'a dit, il avait dit l'autre fois ici sur ce plateau, la RDC a connu la colonisation la plus atroce qui n'a jamais existé dans le monde entier. Les caoutchoucs rouges. RDC a connu. Alors vous dites que cela ne nous fera absolument rien si la Belgique reconnaît ça officiellement. Merci Michael. Emmanuel. Un Léopold puisse couper les mains parce qu'on n'a pas pu lui donner de ton S'il vous plaît, Sylvain. Non. Qu'est-ce que ça apporte? Si on reconnaissait, qu'est-ce que ça va réduire les retards sur le plan moral, ça apporte quelque chose. Après plus de 50 ans, où en sommes-nous avec le Congo? Qu'est-ce que nous avons fait avec le Congo? C'est ça la plus grande question. C'est ça la plus grande question. Qu'est-ce que nous avons fait avec le Congo, Michael? Qu'est-ce que nous avons fait avec le Congo? Plus de 50 ans. C'est ça la plus grande question. Voilà. Vous êtes sans boulot à 50 ans d'âge. Et vous allez dire, je suis sans boulot à 50 ans d'âge, je veux que mon père reconnaisse qu'à un moment donné, il m'avait maltraité. Non, ça c'est vous n'avez rien fait de non, c'est 50 ans d'âge. Vous voulez vraiment que votre père vous fasse de reconnaissance. Il y a 50 ans. Chers cogiteurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers cogiteurs. C'est fini. Nous sommes déjà à la fin, malheureusement. Lorsque François Hollande était en Haïti, la France l'a reconnu. Ça changeait quoi dans notre quotidien à nous? Michael, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut donner la parole à Emmanuel? 30 secondes. Soyons tolérants, s'il vous plaît, Sylvain, soyons tolérants. S'il vous plaît, soyons tolérants. Je pense que ce n'est pas le fait d'être traité de tout le nom qui doit nous décourager. Au contraire, nous devons l'utiliser comme catalyseur pour booster notre développement, travailler davantage et davantage encore. Voilà, Dieu merci, votre dernier mot. Je pense qu'on peut bien s'acharner sur ces propos que vous venez de nous relater tout de suite, mais je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est d'abord de travailler en interne. On peut nous tenter de tous les mots, mais ce qui est plus important, c'est que ces propos doivent nous fortifier, nous forger à travailler encore pour que nous puissions, nous aussi, un jour, dire que nous venons de là, nous étions traités de tel et de tel, mais aujourd'hui, nous sommes au niveau de concurrencer, de rivaliser avec ces grandes puissances qui nous ont traités hier de singes, de toutes sortes d'injures. Voilà. Nous voici à la fin, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission Cogito, grand débat de jeunes que j'avais l'honneur de vous présenter. Tout au long de cette émission, nous avons parlé du propos du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui dit pourquoi est-ce que toutes ces personnes
issus des pays de merde viennent ici. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et merci à la grande équipe de l'émission Cogito. Là, je vois monsieur Pierrot, Niembo et Patrick, et merci à vous qui nous avez suivis. Vous qui aimeriez bien participer à cette émission, veuillez nous appeler via les numéros affichés au bas de votre écran, et pourquoi pas aller vers notre page Facebook, émission Cogito JDJ, et pourquoi pas sur YouTube, Cogito JDJ. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.